Nicolas Hulot, et oui, il existe, eh bien il va à Notre-Dame-des-Landes cet après-midi pour essayer de débloquer la situation. Les blocages, c'est un peu une mode française actuellement, même Sciences Po s'y met, toujours une poignée d'étudiants. C'est avec Philippe Gosselin qu'on va parler de cela, on va parler aussi des territoires, puisque il est député de la Manche, les Républicains, et c'est avec lui que nous sommes au talk ce matin. Philippe Gosselin, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, je le disais en introduction, Nicolas Hulot, ministre d'État de la transition écologique, sera cet après-midi, non pas sur le site de Notre-Dame-des-Landes, mais à la préfecture de Loire-Atlantique, des Pays de la Loire, avec la préfète, pour essayer de débloquer cette situation. Nicolas Hulot, c'est l'invisible du gouvernement? C'est l'invisible du gouvernement, mais vous avez raison de préciser qu'il ne sera pas sur le site de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est un peu compliqué. Il va à la négociation. Ouais, c'est un peu compliqué, mais je ne vois pas quel négo il peut y avoir. Pour négocier, il faut avoir envie de négocier. Alors que Nicolas Hulot ait envie de négocier, c'est une chose, mais les zadistes qui sont plutôt borderline, qui sont plutôt excités, et, allez, on dirait un peu barbapou, je sais que le texte fait vieux monde, mais on le dira quand même. Bon, n'ont pas vraiment envie de négocier, ils sont un peu plus nombreux d'ailleurs. Vous comprenez cette impuissance de l'État à la déloger? Écoutez, il fallait pas s'y prendre de cette façon-là. Enfin, c'est d'une grande naïveté. Laisser penser qu'on pourrait, à la fin de l'hiver, au 31 mars, bien tranquillement, dire « Allez, mes amis, on vous a laissé 3 mois, vous avez été sages, vous avez libéré votre petite départementale, maintenant, vous êtes gentils, vous rentrez chez vous. » Enfin, c'est d'une naïveté confondante. L'autorité de l'État est complètement bafouée. Il y a un risque de dérive, il y a un risque de... Oui, je le pense, parce qu'on a vu quelques images de petites maisonnettes, etc., détruites, mais en réalité, dès le soir, à la nuit tombée, elles étaient reconstruites à côté. Elles sont même arrivées, pour certaines, déjà construites. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Écoutez, moi je crois qu'il fallait déjà pas abandonner Notre-Dame-des-Landes. C'est le premier point. C'est déjà le premier point. Second point, je crois que tel que c'est parti, il ne faut pas flancher. Flancher, c'est donner le signal qu'on peut continuer, et 2, c'est bourber et s'embourber. Et les facs, alors vous comprenez? Vous êtes concernés, vous, dans la Manche? Vous avez quelques facultés? Nous, on a quelques IUT, mais qui ne sont pas bloqués. C'est vraiment une poignée d'étudiants. C'est une poignée d'étudiants, et comme toujours... C'est cette petite... écoutez, à la fois de l'imaginaire estudiantin. Moi, j'y vais carrément. Voilà, chaque génération a envie de marquer un peu son truc. On voit bien, il y a un côté bon enfant, d'ailleurs, chez certains. Il y a un côté casseur chez d'autres qui n'ont rien à faire à l'université. Vous ne redoutez pas, vous, ce que certains appellent un nouveau mai 68 ? Écoutez, j'y crois pas vraiment. Non. Je veux bien qu'on parle de coagulation, c'est le nouveau terme à la mode, on va coaguler les luttes. Bon, j'ai pas vraiment le sentiment que ça coagule. J'ai vu la semaine dernière, en attendant mon train, qui, comme Godot, n'arrivait pas à Saint-Lazare, quelques petits groupuscules arriver en soutien aux cheminots. Bon, franchement, j'ai pas vu les cheminots émoustillés par ce soutien estudiantin, mais il y a une vraie agitation sociale que nul ne peut contester et qui est vraiment ennuyeuse. Alors, Emmanuel Macron, la semaine dernière, a donné une interview dans une école. On était quelque part en Picardie. Non, en Normandie. En Normandie, pardon. C'était pour vous provoquer. C'était dans l'Orne, effectivement, pas très loin de Nogent-le-Rotrou, pas très loin de chez moi, pas non plus. Là, il est à Saint-Dié, dans les Vosges. Il va toute la journée être ce qu'on appelle dans les territoires. Il a besoin d'aller à la reconquête des territoires, Emmanuel Macron. Je crois que le terme de reconquête est vraiment le terme qui s'impose. Il y a une défiance pour différentes raisons. Enfin, tout le monde a bien senti que Macron était d'abord un président non seulement peut-être des riches, et les classes moyennes pourraient vous en parler. C'est pas une facilité, ça. Non. Écoutez, moi je peux vous dire que les retraités de province ne lui disent pas merci. Je peux vous l'assurer. On a un sentiment d'abandon qui est lié peut-être aussi au numérique, qui est lié à la fameuse histoire des 80 km/h, qui est une forme d'incompréhension. Il n'est pas responsable de tout. Par exemple, il n'est pas responsable de tout. Le sous-équipement numérique du pays, ça ne se règle pas en un mois. Ça, on est bien d'accord. Mais quand on a un plan simplement de quelques dizaines de millions pour assurer la mise à niveau du numérique en France, honnêtement, ce n'est pas totalement
vraiment à la hauteur des enjeux du territoire. Je ne lui fais pas le bilan comptable dont il n'est pas responsable. La désertion des services publics, c'est bien d'accord. La désertion des services publics, elle n'est pas le fait de Macron, on est bien d'accord. En revanche, la numérisation est un peu à marche forcée des cartes grises, des cartes d'identité, etc., etc. Ça, c'est une volonté effectivement de modernisation que l'on retrouvera d'ailleurs dans la modernisation de la justice, mais qui laisse, au-delà des aspects sociaux, qui laisse aussi des gens vraiment sur le bord de la route. Vous redoutez cette fracture territoriale là? Oui, elle existe. Pour vous, c'est une réalité. Pour moi, elle existe réellement. On la sent aujourd'hui. C'est une fracture qui existe avec les transports. Le tout TGV, depuis des années, a amplifié les choses. On a des territoires qui sont bien desservis sur le plan routier, d'autres un peu moins. Les classes qui ont fermé, et même si dans certains départements, c'est vrai, c'est lié à une chute démographique. Et je ne vais pas faire d'amalgame. Dans d'autres cas, on a bien des fermetures supplémentaires de classes pour satisfaire les ZEP. Et il y a ce sentiment, effectivement, mais qui ne date pas uniquement d'aujourd'hui, mais qui est amplifié d'un abandon, d'un retrait et d'une forme d'incompréhension. D'ailleurs, si on n'avait pas ces éléments-là, je pense que le président ne serait pas allé et la semaine dernière dans l'Orne et n'aurait pas eu donc, ou n'aurait pas ce déplacement. Il sent que là, il y a une nécessité pour lui d'aller dans ces territoires. Je pense qu'il sent qu'il y a un vrai sujet et en réalité, il y a un vrai sujet en effet. D'accord. Les 80 km/h, alors bon, le président de la République a dit la semaine dernière que c'était une expérimentation, que si au bout de 2 ans, ça ne portait pas ses fruits, il pourrait revenir en arrière. Vous êtes contre, vous, cette mesure? Vous croyez que réellement une expérimentation qui va impliquer le changement des panneaux routiers de façon très importante d'ici au 1er juillet, personne ne sera prêt. Du territoire, hein, ça dépend des routes. Hein. Non, alors ça dépend des routes, effectivement. Vous êtes concerné, vous, nous, on est concerné dans la Manche. La Manche est le premier département routier de France. Plus de 7000 km de route. C'est énorme. Et en termes d'accidents, une moyenne qui est proche de la moyenne nationale, donc pas de difficulté particulière. Et si on ramène ça au nombre de kilomètres, en réalité, les stats que nous évoquent ne sont pas exacts. Donc tout dépend si on les prend dans un sens ou dans l'autre. Mais en réalité, les routes de la Manche ne sont pas plus accidentogènes que d'autres. Plutôt contre cette mesure alors? Oui, plutôt contre. Mais je pense qu'on pourrait laisser à chaque département la possibilité localement de fixer les choses. Non pas pour avoir... Ça sera le cas un peu, non? C'est pas le préfet qui va décider? C'est pas du tout ce qui est prévu aujourd'hui. Alors ça sera peut-être une politique un peu de retrait ou d'équilibre que décidera le Premier ministre, mais à ce stade, ce n'est pas le cas. Même si je conviens parfaitement qu'un certain nombre de petites routes de nos campagnes sont, même à 80 km/h, dangereuses, et personne n'y va. Mais quand vous avez des anciennes nationales, ligne droite, large de 5-6 mètres, et qu'on mettra demain à 80 derrière les poids lourds à 80, je crois qu'il y a un vrai souci, effectivement. Ce n'est pas l'essentiel de la politique nationale, il y a des choses beaucoup plus importantes, mais c'est l'emmerdement du quotidien. Ces territoires-là, c'est des territoires qui ont voté beaucoup Front National? Qui ont voté beaucoup Front National, qui ont moins voté que d'autres, c'est vrai, Macron, qui correspond, et Fillon aussi, qui correspond sans doute à une sociologie un peu différente, et avec ce risque de dépérissement, de déclassement qui est assez diffus. Vous voulez aller chercher? Écoutez, on ne l'a pas totalement perdu, clairement. Si on l'avait vraiment perdu, nous ne serions pas revenus, moi je ne serais pas revenu, mais on ne serait pas revenu à une centaine. On n'a pas limité si bien que ça les dégâts, mais les projections au soir du premier tour nous mettaient plutôt à 50 qu'à 100. Donc, mais cette reconquête, oui, il faut la faire, c'est la reconquête des classes populaires. Comme le président, il martelle là-dessus, en disant que le président il a raison, vous savez, je ne reprendrai pas cette expression du président des riches. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure expression. Oui, je l'ai dit, mais j'essaie d'y faire attention. Mais en revanche, ce n'est pas le président des classes moyennes. Et ça se lit en contrepoint. Quand vous avez une politique fiscale, une politique familiale qui laisse sur le côté des centaines de milliers de familles, des petits retraités à qui on a fait croire qu'ils étaient riches parce qu'ils avaient plus de 1200 €, non pas de retraite, mais de revenus par mois, vous voyez bien qu'il y a un clivage qui se crée et un delta qui s'élargit. Néanmoins, le vocabulaire qui est assez belliqueux quand même utilisé par votre président, le président des Républicains, M. Wauquiez, il vous convient?
Je crois qu'il faut marquer son territoire. Moi, je suis un Normand beaucoup plus violemment modéré, mais ça, c'est la source tocquevillienne. Mais en réalité, il faut marquer le territoire. Et concrètement, ça ne nous empêche pas, comme hier à l'Assemblée, de voter un texte pour la réforme de la SNCF. En revanche, la loi Asile et Immigration. Il y a peu de chances qu'on la vote comme un seul homme. Et non seulement il y a peu de chances, mais vous-même, vous la voterez pas ? Je ne la voterai pas. Pourquoi ? On est sur une ambiguïté. Je crois que l'article 3, par exemple, qui est sur le regroupement familial, joue d'une forme d'ambiguïté extraordinaire en créant un appel d'air. Moi, je ne veux pas qui permet aux jeunes mineurs de faire venir non seulement leurs parents, mais aussi leurs frères et leurs sœurs. Mais les grands-parents, les ascendants, descendants. Quand ils sont acceptés. Quand ils sont acceptés. Aujourd'hui, ça ne concerne que quelques centaines de jeunes, c'est vrai, environ 400. 600, je crois, oui. Ouais, entre 400 et 600, 415, enfin bon, bref, ça dépend là aussi de quelques chiffres, mais on va dire quelques centaines. Demain, très réellement, on sait très bien que ce sont des filières qui se mettront en place, comme on en voit d'autres, et ça, on n'en veut pas. C'est un message très ambigu qui est envoyé par le gouvernement. Donc vous ne la voterez pas. Votre président, encore, Laurent Wauquiez, dit que lui, si les parents sont rentrés de façon irrégulière en France, eh bien, pour les enfants de ces parents-là, il faut rompre avec le droit du sol. Vous êtes d'accord ? C'est une question, effectivement. Je crois qu'il faut remettre à plat ces questions, qui se posent d'ailleurs aussi plus largement dans d'autres territoires de la République. Je pense à Mayotte, en effet, à Mayotte, et même des voix... C'est possible de faire qu'à Mayotte ? Non, c'est pas possible. Juridiquement, ça me paraît un peu compliqué, notamment constitutionnellement. Oui. Et puis attention à ne pas faire des zones franches ou particulière et de maternité spécifique qui pourrait un peu stigmatiser. Il n'y a pas non plus deux catégories de Français, mais je crois que quand on est à Mayotte, on a besoin de règles spécifiques particulières. Et sur l'ensemble du territoire de la République, vous êtes favorable à une révision du droit du sol pour ces enfants-là ? Moi, je préfère que l'on ne trafique pas notre droit actuel. Je pense qu'il faut mieux en amont être beaucoup plus clair, beaucoup plus ferme. Donc vous n'êtes pas tout à fait sur la même ligne que vous. Non, mais il y a des nuances entre nous et c'est pas nécessairement une difficulté. Je me sens bien dans ma famille et je ne raspe pas les murs parce que je serai de droite. Contrairement à Thierry Mariani qui lui est prêt à pactiser, on va dire ça comme ça. Écoutez, je crois qu'il y a une ligne rouge, blanche, je ne sais pas comment l'appeler. Non, il n'est pas question de transiger. Soyons nous-mêmes, n'hésitons pas à avoir des propositions fortes, des contre-propositions qui parfois peuvent choquer ou asticoter les uns ou les autres, mais on n'a pas à perdre ni notre âme ni nos électeurs par un système de vases communicants en tendant la main aux uns pour perdre la main des autres. Et si Mariani va trop loin, il faut l'exclure du... Il faudra l'exclure le cas échéant, c'est peut-être pas encore arrivé à ce stade, mais il y a quelques appels du pied qui se répètent et qui deviennent franchement gênants. On est avec Philippe Gosselin, on continue avec vos questions et Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio du Figaro. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on a une première question d'Ossine qui nous regarde en direct sur Facebook. Il nous dit, je le cite, « Beaucoup de familles françaises sont dans la gêne financière. Alors comment peut-on justifier de dépenser des millions d'euros pour envoyer des bombes et des missiles à fond perdu ?» Il pense bien évidemment à la Syrie. Mais je crois que... Oui, j'entends bien. Je crois que quand on est un État démocratique, quand on défend un certain nombre de valeurs, mais aussi sa sécurité, on se doit d'être présent sur d'autres latitudes que son propre petit territoire. Alors je comprends qu'on puisse éventuellement ne pas être d'accord avec les frappes actuellement en Syrie. Vous étiez d'accord avec ? Moi, je suis un peu dubitatif parce que je ne suis pas... Non, je ne condamne pas. Je suis vraiment dubitatif. D'abord, je m'exprime avec beaucoup de prudence sur un tel sujet. J'estime que je n'ai pas nécessairement peut-être tous les éléments en main. Et puis, fort de l'expérience passée, même si les conditions étaient différentes en Irak et en Syrie, où on a et en Libye, où on a déstabilisé en réalité sans trouver de solution de remplacement, je suis assez pragmatique. Maintenant, on a un tortionnaire, un sanguinaire qu'il faudra voir quitter le pouvoir. Et le premier ennemi, c'est quand même Daesh. C'est Daesh, c'est évidemment Daesh, mais il faudra que son compte vienne pour Assad par la suite. Mais je crois qu'aujourd'hui, vouloir à tout prix le mettre out alors qu'on n'a pas une opposition, à mon sens, suffisamment structurée pour assurer la pérennité, non pas du pouvoir lui-même, mais de l'État et de ses structures,
me paraît vraiment une vraie question. Mais donc, voilà, pour répondre à la question, une démocratie se doit de se défendre, et même si on a quelques impasses budgétaires ici et là, il faut assurer sa défense. Revenons sur 2 sujets très commentés, Notre-Dame-des-Landes et les blocages des universités. Un certain laxisme du gouvernement est pointé du doigt par nos internautes, comme Véronique qui parle de gestion calamiteuse du dossier Notre-Dame-des-Landes, ou encore Raphaël sur les universités. L'État est incapable de montrer un peu de fermeté, se laisse bouffer par une minorité. Ce sont bien sûr nos internautes qui disent ça. J'en viens à la question de Sophie. Que proposent les Républicains? Que ferez-vous? Encore une fois, la différence entre le gouvernement actuel et nous, c'est que nous n'aurions pas abandonné Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une vraie différence. Maintenant, on est dans un bourbier et encore une fois, c'est pas fini. Je ne veux pas faire de comparaison hasardeuse avec le Larzac, mais ça va rappeler quelques mauvais ou bons souvenirs à certains. Quand vous avez des individus qui de toute façon n'ont rien à faire de l'autorité, se réjouissent plutôt de se faire du flic, et je rappelle qu'on a quand même plus de 60 gendarmes qui ont été blessés. 2500 personnels des forces de l'ordre qui sont mobilisés. Je pense qu'il serait mieux ailleurs à faire autre chose. Eh bien, effectivement, on a un manque de fermeté. Donc moi, j'invite le gouvernement à aller jusqu'au bout de la démarche. Je sais bien qu'on a quelques syndromes type Fraisse et autres qui agitent les esprits, et certains n'attendent que ça d'ailleurs, mais j'invite le gouvernement à beaucoup de fermeté, et quand certains dans la majorité demandent un moratoire, un temps d'échange et de dialogue, je ne suis pas du tout d'accord. Ça permettra de reconstituer les troupes, c'est pas la peine, et encore une fois, pour avoir un dialogue, il faut au moins être 2, ce n'est pas le cas, c'est du monologue. Très bien. Une première djihadiste française a été condamnée à perpétuité en Irak. Elle clame tout de même son innocence. Cela dit, cette décision de justice est quand même saluée par nos internautes, comme Dominique qui nous dit « La France devrait prendre exemple sur l'Irak », ou encore Guillaume qui ajoute « Tolérance zéro ». Oui. Peine de mort, hein, pour ces personnes-là. Elle est passible de la peine de mort, là. Elle est passible de la peine de mort. Elle est condamnée même condamnée à perpétuité pour l'instant. Oui. Ah, pour l'instant. Pour l'instant, oui, c'est pour l'instant. Bah, écoutez, je crois qu'il n'y a pas là d'empathie à avoir, de faiblesse. Ces gens ont voulu quitter le territoire français pour aller porter la bonne parole ailleurs, qu'ils en assument totalement les conséquences. Qu'on les juge là-bas, effectivement, ça évitera d'encombrer nos tribunaux, ça évitera d'encombrer nos prisons. Ils se sont, d'une certaine façon, démis eux-mêmes des liens qui les unissent à notre pays. Donc très bien, tant pis, j'en suis désolé pour leurs parents, si c'est une femme leurs condamnée familles. à mort, vous ne écoutez, c'est bougerez pas le petit doigt. Non, je crois qu'on n'a pas à le faire. Est-ce qu'ils ont bougé le petit doigt, eux, pour empêcher les massacres du Bataclan ou d'ailleurs? Bien sûr que non. Donc non, alors là, vraiment, aucune empathie particulière qu'ils assument jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, leurs actes. Très bien. Dernière question. Dernière question. L'UE a proposé une ouverture de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine. L'Union européenne, évidemment. Thierry nous dit sur le Figaro.fr, ben voyons, continuons à élargir l'UE à des pays qui, 1, ne veulent que notre argent, nous dit-il, 2, ne partagent aucune valeur européenne, ou 3, vont nous envoyer une vague de migrants économiques supplémentaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui, on a à conforter une union à 28, bientôt à 27. C'est déjà suffisamment compliqué. Certains peuvent regretter qu'on ait tendu trop rapidement la main aux anciens pays de l'Est. Je crois qu'en réalité, il n'y avait pas d'autre solution. On n'allait pas les laisser se disloquer dans un ex-bloc soviétique ou je ne sais quoi. Donc on n'avait pas le choix. Maintenant, vous voyez bien que les niveaux de développement sont quand même très différents déjà dans l'Europe actuelle. Je pense à la Roumanie et à la Bulgarie en particulier, mais il y en a quelques autres qui sont en séance de rattrapage. Donc avant d'aller tendre la main à l'Albanie et à d'autres, il me semble urgent d'attendre. D'accord. Donc vous n'êtes pas pour... Absolument pas. Absolument pas. Approfondissons déjà l'Europe, peut-être avec d'autres formules. Moi, je reste très européen. C'est l'Europe actuelle, sous sa forme actuelle, qui est peut-être problématique. Vous êtes d'accord avec le discours du président de la République hier? Je crois qu'on a besoin en réalité de plus d'Europe sur certains sujets, la défense, la sécurité, le régalien. Vous êtes d'accord avec ça au sein des Républicains? Je crois que de plus en plus, nous sommes d'accord. En revanche, nous ne voulons pas d'une Europe passoire et d'une Europe qui nous met au corner dans un certain nombre de sujets, évidemment. Nous étions avec Philippe Gosselin, qu'on remercie, député LR de la Manche, qui a répondu à toutes nos questions. Merci Valentin Pilate. Merci, et puis, merci à demain pour de nouvelles aventures. Merci.